J'ai toujours su que ma famille cachait des secrets derrière la façade polie des déjeuners du dimanche et des fêtes de fin d'année. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon propre dîner d'anniversaire arracherait le dernier voile de civilité. Ce soir-là, ma maison, soigneusement décorée, réchauffée par la lueur des bougies, préparée comme un symbole de fierté et d'indépendance, devint la scène où l'amour, la loyauté et la trahison allèrent s'entrechoquer. Les invitations semblaient inoffensives, juste un petit rassemblement pour célébrer ma 32e année. Mais avec le recul, elles étaient des armes déguisées, aiguisées par des attentes que j'avais trop longtemps ignorées. Ma mère avait tout orchestré, comme toujours. Elle avait choisi le menu, la liste des invités et même l'heure d'arrivée, déguisant son contrôle en cadeau pour moi. Ce que je n'avais pas vu, c'est que je n'étais pas l'invité d'honneur ce soir-là. J'étais le sacrifice. Le parfum chaleureux des plats italiens emplissait l'air, et les rires flottaient parmi les convives, chacun prêt à juger, comparer, mesurer ma valeur à l'ombre éclatante de ma sœur cadette. J'essayais de sourire, mais mon estomac était noué depuis le premier coup frappé à ma porte. Juliette, ma sœur, entra la première, sa main reposant dramatiquement sur son ventre arrondi, comme si elle était déjà une madone dans un tableau familial. Elle rayonnait, non pas de responsabilité ou de réussite, mais du privilège d'être adorée quoi qu'elle fasse. Son fiancé Bruno la suivait de près, son sourire arrogant dissimulant le chaos financier qui le suivait comme une mauvaise odeur. Ensemble, ils incarnaient tout ce que ma famille aimait. Le drame, l'imprudence et la dépendance déguisées en charme. Je les saluais poliment, avalant la rancune qui montait dans ma gorge, comme de la bile. La maison se remplit rapidement. Mes cousins chuchotaient derrière leurs mains, jetant des regards vers mes meubles comme s'ils en calculèrent déjà la valeur. Mes oncles vantaient des échecs passés déguisés en sagesse. Mes tantes affûtaient leurs regards compatissants, répétant en boucle que « la famille, c'est tout ». Et à travers tout cela, mes parents flottaient comme des juges sur un tribunal, prêts à prononcer une sentence que je n'avais pas vue venir. Je me sentais étrangère dans ma propre maison, mes accomplissements invisibles, effacés par l'éclat du ventre rond de Juliette et l'orchestration manipulatrice de chaque mot de ma mère. Le dîner commença par des banalités, le cliquetis des couverts et la gaieté forcée de mes proches feignant de se soucier de mon anniversaire. Mon assiette restait intacte, tandis que j'écoutais les éloges sans fin adressés à Juliette. Sa force, son courage, sa grossesse miraculeuse. Personne ne m'interrogea sur mon travail, ma vie, mon bonheur. C'était comme si mon existence avait été réduite au rôle de pourvoyeuse, la sœur aisée que l'on pouvait dépouiller sans remords. Je gardais un visage neutre, mais à l'intérieur, la colère bouillait plus fort à chaque compliment dirigé vers elle. Puis, le moment arriva. Ma mère se leva de sa chaise, sa voix ferme et théâtrale, comme si elle s'apprêtait à porter un toast. La salle se figea, les fourchettes suspendues dans l'air, la tente flottant comme une fumée épaisse. Elle me fixa avec des yeux dépourvus de chaleur, emplis seulement d'attente. « Nous en avons tous parlé, » déclara-t-elle, « et nous pensons qu'il est temps que tu réévalues tes priorités. Juliette a besoin de stabilité. Le bébé a besoin d'un avenir. Tu as cette belle maison. Il est juste que tu la vendes et que tu donnes l'argent à ta sœur. » Pendant un instant, je ne pus plus respirer. L'audace de sa demande me laissa muette. Autour de moi, les applaudissements éclatèrent, mes cousins battant des mains comme s'ils avaient assisté à un acte héroïque, mon père hochant la tête avec fierté, Juliette essuyant ses yeux avec une délicatesse théâtrale. Ce n'était pas une suggestion, c'était une exigence. Il s'attendait à ce que je cède la base même de mon indépendance, le fruit de mes années de sacrifice et de discipline, comme si ce n'était qu'un banal cadeau d'anniversaire. Ma mère se tenait triomphante, ivre de leur approbation, persuadée d'avoir accompli un geste noble. Je levai mon verre lentement, ma main stable malgré les battements de mon cœur. Un sourire effleura mes lèvres, non pas de joie, mais de la réalisation amère que la famille que j'avais défendue et soutenue toute ma vie venait enfin de se dévoiler. Ils ne me voyaient pas comme une fille ou une sœur, mais comme un compte bancaire sur pattes. Je laissais le silence s'étirer, savourant leur suffisance, avant de déverrouiller mon téléphone et de faire défiler l'email reçu plus tôt dans la journée.
C'est drôle que vous parliez de finances, dis-je d'une voix calme, presque douce. Voulez-vous que je vous lise quelque chose? Mon père tenta d'intervenir, sa toux nerveuse trahissant son malaise, mais je poursuivis. Ma voix porta à travers la table alors que je lisais « Chère mademoiselle Lemoine, nous avons le plaisir de vous informer que votre portefeuille d'investissement a dépassé 2,4 millions d'euros. » Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Les applaudissements cessèrent, les visages se figèrent. La fourchette de Juliette glissa contre son assiette dans un bruit métallique. La mâchoire de Bruno se crispa, son esprit calculant déjà ce que cet argent pouvait lui offrir. Le teint de ma mère se vida de toutes couleurs. Je regardais autour de moi, mon sourire s'élargissant, laissant le poids de ces chiffres écraser leur cupidité. Alors, je prononçai la vérité. Cela fait 2,4 millions sans compter la maison que vous voulez que je vende. Vous comprenez ce que cela signifie? Je n'ai pas besoin de vendre cet endroit. Je pourrais en acheter un autre demain, peut-être 2 si je le voulais. Et pourtant, vous êtes là, à applaudir l'idée de me dépouiller de tout ce que j'ai construit. Pour Juliette, qui n'a jamais économisé un centime de sa vie, juste parce qu'elle est enceinte. Ma voix ne trembla pas. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quel applaudissement. Pour la première fois, en 32 ans, je n'étais plus la fille obéissante. J'étais la femme qu'ils avaient sous-estimée. Juliette fut la première à briser le silence. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent, comme si elle cherchait les mots justes. Mais au lieu de sincérité, elle laissa échapper un sanglot calculé. « Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. Tu ne comprends pas ce que c'est que de lutter. » Ses mains caressaient son ventre, comme pour rappeler à tous qu'elle portait une vie, comme si ce simple fait lui donnait un droit automatique sur mes sacrifices. Sa voix tremblait, mais pas de douleur. De rage étouffée, de frustration de voir que son plan parfait s'écroulait devant elle. Un rire amer échappa de ma gorge, surprenant même moi-même. « Ne pas comprendre la lutte ?» répétai-je. Des souvenirs me traversèrent à l'esprit. Les années où j'avais cumulé 2 emplois, les repas faits de riz et de haricots, mes nuits passées à étudier dans une chambre glaciale pendant que Juliette dînait confortablement grâce à la carte de crédit de papa. J'ai porté le même manteau pendant 5 hivers, Juliette. Toi, tu avais une nouvelle garde-robe chaque saison. Ne me parle pas de lutte. Ma voix résonnait avec une force nouvelle, comme si enfin, toutes ces années de silence trouvaient leur revanche. Mon père, jusqu'ici muet, tenta de reprendre le contrôle. « Julie, ça suffit, » dit-il enfin, sa voix grave mais vacillante. Il essayait de calmer les eaux, de ramener la soirée dans le cadre convenu. Mais il ne comprenait pas. La digue avait cédé. « Non, papa, » répliquai-je, le fixant droit dans les yeux. « Ce n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Pendant des années, vous avez applaudi l'échec de Juliette et ignoré mes réussites. Ce soir, vous avez voulu me dépouiller. Et vous appelez ça la famille ?» Ma tante Carole poussa un petit cri outré, sa main plaquée contre sa poitrine. « Julie, tu vas trop loin !» s'exclama-t-elle, comme si mes mots étaient plus scandaleux que leur demande de me voir vendre ma maison. Mon oncle Rémi, qui avait déjà fait faillite 2 fois, prit un air sérieux. Ce n'est pas de la cruauté que de penser aux plus vulnérables. Je me tournai vers lui, le regard dur. « 2 faillites, Rémi, 2. Et tu oses me donner des leçons de gestion et de morale? Tu manges à ma table, dans ma maison, et tu m'accuses d'être cruel parce que je refuse de tout perdre pour réparer vos erreurs? » La salle vibrait désormais d'une tension électrique. Les fourchettes tremblaient dans les mains, les yeux s'évitaient, les chuchotements se transformaient en silence lourd. Je sentais ma respiration se calmer, mon cœur battre plus lentement. J'avais franchi un seuil dont il n'y aurait pas de retour possible. La vérité était là, nue et brutale. Il n'avait jamais voulu de moi comme fille ou comme sœur. Il voulait de mon argent, mon toit, ma sécurité. Pas mon bonheur, pas mon respect, et certainement pas ma voix. Alors je me levai. « Cette fête est terminée, » annonçai-je, ma voix coupant l'air comme une lame. Ma mère tenta une dernière fois. « Julie, attends, on peut discuter. » Mais je levai la main pour l'arrêter. « Non, j'ai fini.
J'ai fini d'être celle qui donne toujours, qui sacrifie toujours, qui n'est jamais assez bien. J'ai fini de regarder Juliette échouer vers le haut pendant qu'on attend de moi que je rattrape tout. Ce soir, c'est terminé. Juliette se leva à son tour, ses fausses larmes remplacées par une colère froide. Tu vas le regretter, siffla-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Quand tu seras vieille et seule, tu viendras pleurer à notre porte. Je soutins son regard, impassible. Je ne serai pas seule, répondis-je calmement. J'aurai mes 2,4 millions pour me tenir compagnie. Et au moins, je saurai que je ne les ai pas sacrifiés pour des gens qui ne m'ont jamais respectée. Les départs furent tout sauf discrets. Les portes claquèrent, les insultes fusèrent à voix basse, ma mère pleura de manière théâtrale. Mon père me jeta un dernier regard de déception muette. Mon oncle Rémi, dans un ultime geste de classe, m'adressa un doigt d'honneur depuis l'allée. Juliette sortit la première, son fiancé Bruno la suivant. Lorsque le silence retomba enfin, je restais debout dans mon salon, écoutant le vide après la tempête. J'attrapais ma bouteille de vin, remplis à nouveau mon verre et m'assis sur le canapé. Autour de moi, les traces de la soirée restaient visibles. Des assiettes encore pleines, des taches de sauce tomate sur mon tapis crème, des verres posés sans sous-verre, malgré mes précautions. Tout cela, ces petites marques de mépris, reflétaient exactement ce qu'était ma famille. Prendre, salir et partir en laissant le désordre derrière eux. Mon téléphone vibra presque immédiatement. Des SMS, des appels, des notifications pleuvèrent déjà. Les reproches s'égrenaient un par un. Comment as-tu pu humilier ta famille? Tu es égoïste, tu es froide, tu détruis tout. Mais pour la première fois, rien ne m'atteignait. J'avais l'impression qu'un poids énorme venait de glisser de mes épaules, un fardeau porté depuis 32 ans. J'ai pris une gorgée de vin, regardé les messages défiler et me suis surprise à sourire. Ce n'était pas de la tristesse qui m'envahissait. C'était du soulagement. Je posais mon verre, inspirais profondément et décidais de ne répondre à aucun message. J'avais passé trop de temps à justifier mes choix, à mendier une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Ce soir-là, je fis un serment silencieux. Plus jamais je ne laisserai ma famille me voler ma paix intérieure. Je préférais 1000 fois leur colère que de continuer à vivre sous leur chantage affectif. Au lieu de céder à leurs accusations, j'ouvris mon ordinateur portable et rédigeai un email à mon conseiller financier. Richard Martin, qui suivait mes investissements depuis 7 ans, avait toujours eu une vision claire et pragmatique. Je lui écrivis calmement. Richard, soirée intéressante. La famille a suggéré que je liquide mes actifs pour financer les choix de vie de ma sœur. J'ai évidemment refusé. Cela m'a fait réfléchir à la planification successorale et à l'endroit où je veux réellement voir aller mes biens. Pouvons-nous organiser une réunion pour en discuter? Sa réponse arriva en moins de 5 minutes, bien qu'il soit presque 22 heures un samedi soir. Julie, désolée d'entendre parler de vos drames familiaux. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit quand la richesse devient visible. Oui à tout. Rencontrons-nous mardi après-midi. Je préparerai des options. Félicitations pour avoir tenu bon. Cela demande du courage. Ces mots me firent sourire. Enfin, quelqu'un voyait mes décisions, non pas comme de l'égoïsme, mais comme de la lucidité. Le dimanche matin, je me réveillais avec une légèreté nouvelle. J'avais mal dormi, hanté par les éclats de voix et les portes claquées, mais au réveil, je ressentis une clarté rare. Je me préparais un vrai petit déjeuner. Des œufs bénédicts, du saumon fumé, des fruits frais, un café noir corsé. Je pris le temps de savourer chaque bouchée, assise seule à ma table, sans un seul reproche, sans une seule comparaison. Mon téléphone restait éteint et ce silence valait tout l'or du monde. Lorsque je le rallumai à midi, une avalanche m'attendait. 63 SMS, 14 appels manqués, 7 messages vocaux. Tous portèrent la même mélodie, culpabilisation, reproches, insultes déguisées en inquiétude. Je les effaçai sans les lire. Je n'avais pas besoin de leur poison. Au lieu de cela, j'appelai ma meilleure amie Ambre, celle qui avait toujours été témoin de ces dynamiques toxiques. Elle décrocha immédiatement, sa voix emplie d'inquiétude. « Julie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de te joindre.
Alors je racontais tout. L'embuscade, la demande absurde de vendre ma maison, les applaudissements de mes cousins, et enfin, mon moment de revanche avec l'email de la banque. Un long silence suivit mon récit. Puis Ambre éclata. « Attends, ils ont applaudi quand ta mère a suggéré que tu sacrifies ta maison ?» Son incrédulité se transforma en rire nerveux. « C'est complètement insensé. Je savais que ta famille était compliquée, mais là, c'est du théâtre. » Nous avons ri ensemble, un rire libérateur, presque thérapeutique. Et la meilleure partie, ajoutai-je, c'est que Juliette n'a même pas essayé de rendre ses larmes crédibles. Elle plissait juste les yeux et poussait de petits gémissements ridicules. Ambre se mit à rire de plus belle. « Oh mon Dieu, Julie, j'aurais payé cher pour voir leur tête quand tu as lu cet email. 2,4 millions. » Son rire se transforma en admiration sincère. « Tu as toujours été disciplinée, mais je ne réalisais pas à quel point. » Sa reconnaissance me toucha plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais cherché ce regard dans les yeux de ma mère, de mon père, de ma sœur. Et il suffisait de quelques mots d'une amie sincère pour combler ce vide. Je ne sais pas si je vais couper totalement les ponts avec eux, avouai-je. Mais je sais une chose, je ne les laisserai plus dicter ma vie. Ambre resta silencieuse un instant, puis dit doucement « Quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. Tu leur dois rien. » Après avoir raccroché, je sentis mes épaules s'alléger encore davantage. L'après-midi s'écoula dans une sérénité inhabituelle. Pour la première fois depuis longtemps, je fis quelque chose uniquement pour moi. Je partis faire du shopping. Pas du shopping pratique, pas pour acheter ce dont j'avais besoin, mais pour le plaisir. Je choisis un sac à main hors de prix, 3 paires de chaussures raffinées, un pull en cachemire d'une nuance appelée rose couché de soleil. Chaque achat était un manifeste silencieux. Je pouvais me le permettre. Et surtout, je n'avais plus honte de profiter de mon propre argent. En rentrant, les sacs posés sur le canapé, je me surpris à sourire en contemplant ces objets futiles. Ils ne représentaient pas la richesse en soi, mais ma liberté retrouvée. J'étais enfin détaché du regard de ma famille. Leur voix ne résonnait plus dans ma tête. Leur jugement ne guidait plus mes gestes. Ce soir-là, en m'endormant, je compris une chose essentielle. Ce dîner, aussi violent qu'il fut, avait marqué ma renaissance. Ils avaient voulu m'humilier. Ils m'avaient libéré. Le lundi matin, en arrivant au bureau, je sentis immédiatement le regard attentif de mon collègue David. « Tu as l'air différente, » dit-il en passant près de mon bureau, son café fumant à la main. « Plus légère, je crois. » Je haussai les épaules avec un sourire. On peut dire que mon week-end a été intéressant. Il n'insista pas, respectant mes silences comme il le faisait toujours. Mais au déjeuner, je me surpris à tout lui raconter. Dans notre petit restaurant thaï habituel, les plats fumant devant nous, les mots se déversèrent comme un torrent. L'embuscade, les applaudissements, l'email de la banque, ma décision de les mettre tous dehors. David posa ses baguettes, incrédule. « Attends. Ta famille a essayé de te forcer à vendre ta maison à ta propre fête d'anniversaire. » Je hochai la tête. Exactement. Ses yeux s'écarquillèrent, et il pensait que tu allais dire oui. Je ris amèrement. Pas seulement pensaient, ils étaient en convaincus. Pour eux, mon argent est un bien commun. Mes sacrifices appartiennent à la famille. David secoua la tête, visiblement choqué. Ce n'est pas une famille, ça. C'est une meute. Ces mots frappèrent juste. Je sentis une chaleur étrange dans ma poitrine. De la reconnaissance. Quelqu'un voyait enfin les choses telles qu'elles étaient, sans masque, sans excuse. « Tu as fait ce qu'il fallait », conclut-il après un silence. « Ce n'est pas de la cruauté, Julie, c'est de la survie. » J'avalais ma bouchée de curry, le cœur serré mais déterminé. Oui, c'était exactement cela, de la survie. Et plus jamais je ne laisserai mes proches me réduire à une carte de crédit vivante. Le mardi, je retrouvai Richard dans son bureau élégant du centre-ville. Derrière son large bureau de bois sombre, il m'attendait déjà avec un dossier épais. Avant d'entrer dans les détails, dit-il en m'invitant à m'asseoir, « Je veux dire que ce que vous faites est intelligent. Beaucoup de gens attendent une crise pour se protéger. Vous
Vous anticipez. Je hochai la tête. Je ne veux simplement pas qu'ils aient dit quoi que ce soit s'il m'arrive quelque chose, dis-je sans détour. Nous passâmes 2 heures à examiner mes options. Planification successorale, fiducie, structure juridique. Chaque document représentait une barrière de plus entre mon travail acharné et les griffes de ma famille. Finalement, je pris une décision claire. La majorité de mes biens iraient à des œuvres de charité, en particulier à des bourses pour étudiants issus de famillettes modestes, comme moi autrefois. Un montant plus petit irait à quelques amis qui avaient été de véritables soutiens. Et pour ma future nièce, une fiducie éducative limitée, assez pour financer des études, mais intouchable par Juliette. Richard sourit en refermant le dossier. Vous êtes ferme mais juste. Vous donnez une chance à l'enfant, sans récompenser les parents. J'eus un léger sourire. Oui, c'était exactement ce que je voulais. Je n'avais aucune obligation de sauver Juliette de ses choix. Mais je pouvais, à ma manière, briser le cycle de dépendance en donnant à sa fille la possibilité d'échapper à ce modèle. Les jours suivants, les messages de ma famille redoublèrent. Ma mère me traita d'ingrate, mon père parla de embarras pour le nom de la famille, Juliette m'envoya des tirades entières sur ma froideur envers une femme enceinte. Mes cousins cessèrent de m'adresser la parole sur les réseaux sociaux, comme si c'était une punition. Ma tante Carole me rappela dans un message venimeux que l'orgueil précède la chute. Je lus, je bloquais. Chaque coupure de contact était comme une bouffée d'air frais. Mais bientôt, les choses devinrent plus sérieuses. Une semaine après le dîner, je reçus une lettre recommandée à mon bureau. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats. Mes mains tremblèrent un instant en l'ouvrant, mais je me mis à rire en découvrant son contenu. Juliette et Bruno me menaçaient de poursuites pour rupture de promesse, leur ayant causé un préjudice moral et matériel. L'absurdité me coupa le souffle. Je pris une photo du courrier et l'envoyai immédiatement à mon avocate, maître Michel Robert. 20 minutes plus tard, elle m'appela, amusée. « C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue depuis des mois », dit-elle entre 2 éclats de rire. « Même les promesses verbales de dons ne sont pas exécutoires, et vous n'avez rien promis de concret. C'est du bluff. » Elle se chargea de répondre, poliment, mais fermement. 2 jours après, l'avocat de Juliette fit marche arrière. Après mûre réflexion, mes clients renoncent à toute poursuite pour le moment. Le pour le moment voulait être menaçant. Moi, je n'y vis qu'un aveu. Ils avaient été perdus. Le soir même, je découvris que la conversation de groupe familial, que j'avais oublié de quitter avant de bloquer chacun individuellement, était en ébullition. J'en appris les détails grâce à Sandrine, une amie de confiance que j'avais ajoutée comme contact d'urgence. Elle m'appela presque hilare. « Ta tante Carole dit que tu as perdu la tête et que tu as besoin des conseils de quelqu'un de sensé. » Je ris sans joie. « Et tu as répondu quoi ? » Que tu es la personne la plus sensée que je connaisse. Sa loyauté me réchauffa plus que je ne pouvais l'admettre. La semaine suivante, alors que je pensais avoir gagné un peu de paix, je trouvais ma mère assise sur mon perron. Elle avait pris le train depuis Paris, elle qui détestait les transports en commun. Son visage paraissait fatigué, ses épaules affaissées. « Nous devons parler », dit-elle en se levant quand j'approchais. J'eus envie de l'ignorer, mais quelque chose dans sa voix me fit hésiter. J'ouvris la porte, la laissai entrer, mais sans offrir ni thé ni sourire. Nous nous assîmes dans mon salon, la même pièce où la tempête avait éclaté. Elle se tordait les mains, cherchant ses mots. « Ton père et moi avons parlé », commença-t-elle. « Et peut-être avons-nous été un peu trop directifs ce soir-là. » J'eus un rire sec. « Trop directif ? Vous m'avez tendu une embuscade à mon propre anniversaire et exigé que je vende ma maison. » Elle ferma les yeux un instant. « Nous essayons juste d'aider Juliette. » Je me redressai. « Non, vous essayez de résoudre les problèmes de Juliette en me sacrifiant. Ce n'est pas la même chose. » Son visage se décomposa. Elle chercha une autre approche. « Ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir son enfant en difficulté. » Mes poings se crispèrent. « Vous avez 2 enfants, maman. Ou l'avez-vous oublié ?» Son silence me répondit plus fort que des mots. « Toi, tu réussis.
reprit-elle d'une voix presque suppliante. Tu as de l'argent, une maison, tu n'as pas besoin d'aide. Juliette, elle, oui. Je secouai la tête, amère. Et moi, je n'ai pas besoin de quoi? De soutien, d'amour, d'une famille fière de moi, au lieu d'être remplie de ressentiment? Elle ne trouva rien à dire. Les larmes emplirent ses yeux, mais je n'y vis plus de sincérité, seulement une habitude, celle de pleurer pour manipuler. Je la fixai droit dans les yeux. Quand m'avez-vous félicité pour la dernière fois? Quand êtes-vous venu ici sans critiquer? Quand avez-vous pris mon parti au lieu de celui de Juliette? Elle balbutia. Ce n'est pas une question de prendre parti. Ça l'a toujours été, tranchai-je. Et j'ai toujours été dans le camp des perdants. Les échecs de Juliette sont excusés comme de la malchance. Mes succès sont traités comme des coups de chance. Savez-vous à quel point c'est épuisant de n'être jamais assez? Ses épaules s'affaissèrent davantage. Elle murmura « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi. » « Mais vous l'avez fait, » répondis-je aussitôt. Et la semaine dernière n'était que le sommet d'une montagne de 32 ans de critiques et de sacrifices exigés. Elle essuya ses larmes, la voix brisée. Mais Juliette est enceinte, elle a peur, elle a besoin d'aide. J'inspirai profondément. Et ce n'est pas ma responsabilité. Elle est adulte. Elle a fait ses choix. Elle doit en assumer les conséquences. La tension monta d'un cran. Ma mère se leva brusquement. « Je suis venue ici pour arranger les choses, » dit-elle sèchement. « Mais je vois que tu as pris ta décision. Tu choisis l'argent plutôt que ta famille. » Je me levai à mon tour, la regardant droit dans les yeux. « Non, maman. J'ai choisi le respect de moi-même plutôt que d'être un paillasson. Si tu ne vois pas la différence, c'est ton problème. » Elle quitta la maison sans un mot de plus, appelant un taxi au bout de l'allée. Je la regardai partir, ses épaules voûtées, l'air plus vieille que jamais. Une pointe de culpabilité m'effleura, mais je la repoussai aussitôt. J'avais dit ce qu'il fallait. J'avais enfin brisé le cycle. Le silence retomba dans ma maison, mais cette fois, il avait un goût de victoire. Le dimanche suivant, je reçus un message inattendu. C'était Anna, la petite amie de mon cousin Théo, une fille discrète que je connaissais à peine. « Salut Julie. Je sais que c'est étrange de t'écrire, mais je voulais te dire que je pense que ce qu'ils t'ont demandé est complètement déraisonnable. Je viens aussi d'une famille où la réussite est traitée comme un crime. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu es la méchante. » En lisant ces mots, je sentis quelque chose fondre en moi. Un rappel qu'au milieu de la foule hostile, il y avait toujours des voix justes. Je restai longtemps à contempler le message d'Anna. Une étrangère, ou presque, avait vu plus clair en moi que ma propre mère. J'écrivis simplement « Merci Anna, tes mots comptent d'une plus que tu ne l'imagines. » Elle répondit presque aussitôt « Théo est furieux que je t'écrive, mais peu importe. Je lui ai dit que s'il s'attendait à ce que je t'enfonce pour avoir posé des limites, il allait être déçu. » Je souris malgré moi. C'était une petite lumière dans une nuit sombre. Ce soutien discret m'aida à affronter les jours suivants. Les reproches continuaient, bien sûr. Des appels manqués, des emails passifs-agressifs, des messages laissés sur mon répondeur. Mais je n'y répondais plus. Chaque silence de ma part était une victoire. Chaque blocage de numéros était un pas de plus vers ma liberté. Plus je refusais d'entrer dans leur jeu, plus je me sentais forte. Le samedi après-midi, je décidai de me faire plaisir. Pas pour oublier, mais pour célébrer. Je réservai le forfait complet dans mon spa préféré. Massage, soins du visage, manucure, pédicure. Allongé sur la table de massage, je sentais la tension quitter mes épaules. Mes muscles se déliaient, mon esprit enfin respirait. La masseuse, une femme bienveillante prénommée Lise, me demanda « Semaine difficile ?» Je souris amèrement. « On peut dire ça, histoire de famille. » Elle hocha la tête avec compassion. « Ah, le pire type de stress. » Ces mots me frappèrent de par leur justesse. Oui, le pire type de stress, parce qu'il est déguisé en amour, parce qu'il franchit des frontières que personne d'autre n'oserait franchir. « Comment vous gérez ça ?» lui demandai-je. Elle rit doucement. « La plupart du temps, mal. Mais j'ai appris une chose,
Il est acceptable de décevoir les gens qui ne vous respectent pas. Ces paroles résonnèrent en moi comme une vérité ancienne que je refusais jusque-là d'accepter. En sortant du spa 3 heures plus tard, je me sentais neuve. Non pas parce que j'étais plus belle, mais parce que j'étais plus légère. Je marchais dans la rue avec une certitude nouvelle. Je n'avais pas à porter leur fardeau. Leur colère leur appartenait, pas à moi. Leur sentiment d'injustice venait de leur choix, pas des miens. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait vraiment. Ce soir-là, en buvant une tisane devant ma fenêtre, une pensée me traversa. Ironie cruelle, j'avais initialement prévu d'aider Juliette. Avant même ce dîner, j'avais parlé avec Richard d'une petite fiducie pour mon future nièce. Pas une somme énorme, mais assez pour financer des études, peut-être un départ dans la vie. J'allais l'annoncer comme une surprise lors de la fête. Mais ils avaient tout gâché. Leur avidité avait transformé ma générosité en défi. Alors, au lieu de financer Juliette, j'appelai Richard le lendemain matin et lui dis d'annuler tout. À la place, je fis un don de 50 000 € à un fonds de bourse pour étudiants de première génération. Des jeunes qui, comme moi autrefois, devaient se battre sans filet familial. Le reçu arriva par email, accompagné d'une lettre de remerciement. Je le publiai sur mes réseaux sociaux, non pas pour me vanter, mais pour envoyer un message clair. Je pouvais être généreuse, mais je refusais le chantage. Évidemment, la nouvelle parvint rapidement aux oreilles de ma famille. Ma mère m'appela, furieuse. « Comment oses-tu donner à des étrangers plutôt qu'à ta propre sœur ?» Je laissai son message dans ma boîte vocale. Juliette, elle, m'envoya un SMS rageur. « Tu es mesquine et vindicative. » Je le supprimai sans répondre. J'apprenais à maîtriser l'art du silence, une arme bien plus puissante que n'importe quelle dispute. Mais le plus surprenant fut l'appel que je reçus quelques jours plus tard d'un numéro inconnu. Par réflexe, je répondis. C'était Bruno. Sa voix se voulait calme, presque humble. « Écoute, Julie, je sais que tout le monde a été un peu dur au dîner, mais on a vraiment besoin d'un coup de main. Le bébé coûte cher, tu sais. Peut-être que tu pourrais nous aider? Un peu ?» Je restais silencieuse, l'écoutant patauger. « Pas grand-chose, » ajouta-t-il. « Peut-être 50 000 €. » Je ris franchement. « 50 000 €? » répétai-je. « Bruno, tu veux sérieusement me faire croire que c'est pas grand-chose ?» Il insista. « Tu as plus de 2 millions, tu ne le sentirais même pas passer. » Ma voix devint glaciale. « Non, vous avez voulu m'humilier. Vous avez essayé de me dépouiller. Et maintenant, tu viens mendier? Non. Tu n'es même pas ma famille, Bruno. Et même si tu l'étais, la réponse serait la même. Occupez-vous de votre vie comme des adultes. » Il raccrocha brutalement. Moi, je restais avec un sourire satisfait. Quelques semaines plus tard, j'appris par des rumeurs que Juliette et Bruno s'étaient séparés. Apparemment, une fois qu'il avait compris qu'il n'y aurait pas de pactole venant de moi, il avait perdu tout intérêt à jouer le rôle du futur père modèle. Juliette retourna vivre chez nos parents, son ventre désormais lourd de la grossesse, ses illusions réduites en poussière. Ma mère tenta, bien sûr, de me blâmer pour cette rupture. Elle m'envoya un long email accusateur. « Si tu avais seulement aidé, Bruno serait resté et Juliette aurait eu une vraie famille. » Je ne répondis pas. Car je savais une chose. Si un homme reste seulement parce qu'il croit qu'il y a de l'argent en jeu, il n'a jamais valu la peine qu'on se batte pour lui. J'effaçai son message et, pour la première fois, je ne ressentis même plus de colère. Juste une étrange sérénité. J'avais coupé les fils invisibles qui m'attachaient à leur manipulation. Leur chaos n'était plus le mien. 3 semaines après le dîner, mon ami Marc, celui que je connaissais depuis l'université, m'appela. Il n'avait pas pu être présent le soir de l'anniversaire, retenu par un voyage d'affaires. « J'ai entendu parler du désastre, » dit-il, sa voix mêlant inquiétude et curiosité. « Tu vas bien ?» J'eus un sourire que, cette fois, il pouvait entendre dans ma voix. « Je vais mieux que bien, Marc. Je me suis enfin affirmé. » Il rit doucement. « Parfait, parce que j'ai une proposition pour toi. » Mon cœur accéléra. Marc avait toujours eu le flair pour les affaires.
Je lance une nouvelle société d'investissement et j'ai besoin d'un partenaire intelligent, perspicace, quelqu'un qui connaît le marché et qui n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses. J'ai immédiatement pensé à toi. Mes doigts se crispèrent sur le combiné. L'idée de bâtir quelque chose de nouveau, de laisser une trace différente que celle de ma famille, fit naître une étincelle d'enthousiasme en moi. Nous parlâmes des heures ce soir-là, du plan, des risques, du potentiel. Plus Marc déroulait ses idées, plus je sentais une évidence s'imposer. Cette aventure pouvait changer ma vie. En devenant cofondatrice, j'aurais des parts, une voix, une liberté totale. Ce n'était pas seulement une opportunité financière, c'était une chance de construire mon propre héritage, loin des attentes étouffantes de ma famille. Quand nous raccrochâmes, j'avais déjà pris ma décision. J'étais partante. Je ne dis rien à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient jamais célébré mes réussites. Tout ce qui les intéressait, c'était de savoir comment transformer mon travail en avantage pour Juliette. Je gardais donc cette nouvelle pour moi, savourant le secret comme un trésor. Tandis qu'eux me traitèrent d'égoïste, j'étais en train de préparer l'un des plus grands projets de ma carrière. 6 semaines après le fameux dîner, Juliette donna naissance à une petite fille, Sophie. Une nouvelle qui aurait dû être accueillie avec joie, mais qui me parvint accompagnée d'un chantage déguisé. Ma mère m'envoya une photo du bébé avec ce message. « Tu es la bienvenue pour la rencontrer, à condition d'être une vraie tante et de contribuer à son avenir. » Mon cœur se serra, non pas de culpabilité, mais de colère glaciale. Même à la naissance d'un enfant, ils transformèrent l'amour en transaction. Je répondis avec politesse, mais sans concession. Une carte cadeau de 50 € chez Monoprix et un petit mot simple. « Félicitations pour la naissance, je vous souhaite le meilleur. » C'était tout. Ma mère me rappela immédiatement, furieuse, me traitant de cruelle. Je laissai son appel aller sur le répondeur. Le simple fait de ne pas me plier à leurs exigences était devenu pour eux une offense impardonnable. Mais moi, je ne regrettais rien. Pas une seconde. Ce dîner avait été l'explosion nécessaire, le point de rupture qui révélait enfin la vérité. Il m'avait montré où j'en étais réellement avec ma famille, et il m'avait libéré du besoin de faire semblant. J'avais cessé de courir après une approbation qui n'arriverait jamais. J'avais cessé d'être le paillasson. Et ce jour-là, j'étais devenu libre. Le soir, en rentrant d'une longue journée, je m'assis sur mon canapé avec un verre de vin. Autour de moi, ma maison était silencieuse, paisible, intacte. Elle n'appartenait qu'à moi. Mon argent n'appartenait qu'à moi. Et surtout, ma vie n'appartenait qu'à moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. Le dîner où ma famille avait révélé son vrai visage n'avait pas brisé ma vie. Il l'avait commencé. Les jours suivants, je continuais de recevoir des messages indirects. Des connaissances communes m'écrivaient pour me dire que ma mère se plaignait dans le voisinage, racontant que j'avais abandonné ma sœur dans son moment le plus fragile. D'autres rapportaient que Juliette jouait la victime sur les réseaux sociaux, postant des photos de son bébé avec des légendes pleines de sous-entendus sur les liens familiaux brisés par l'avidité. Je lisais ces récits avec un détachement nouveau. Autrefois, chaque mot m'aurait transpercé. Désormais, cela glissait sur moi comme l'eau sur une vitre. Au travail, en revanche, mon énergie était transformée. David, mon collègue, me fit remarquer que j'avais une intensité nouvelle dans mes analyses. « On dirait que tu as coupé des chaînes », dit-il en souriant. Il avait raison. Toute la force que j'avais gaspillée à tenter d'obtenir l'amour de ma famille, je l'injectais désormais dans mes projets. Je n'étais plus divisée entre le besoin d'être acceptée et celui d'être moi-même. J'avais choisi, je serai moi-même, coûte que coûte. Marc et moi accélérions la mise en place de notre société d'investissement. Les réunions se succédaient, les plans se précisaient, et je sentais l'excitation monter. Ce projet n'était pas seulement une opportunité financière, c'était une revanche personnelle. Chaque document signé, chaque stratégie élaborée, c'était une brique posée dans un édifice qui porterait mon nom, pas celui de Juliette, ni celui d'une famille qui n'avait jamais cru en moi. Un soir, alors que je sortais tard de bureau, je reçus un nouveau message vocal de ma mère. Sa voix tremblait.
Julie, ta sœur est épuisée. Elle passe ses nuits à bercer le bébé seul. Et toi, tu restes indifférente. Comment peux-tu vivre ainsi? Je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse, non pas pour Juliette, mais pour l'image que ma mère s'était forgée de moi, celle d'un portefeuille ambulant, incapable d'exister en dehors de l'argent. Je compris alors que leur perception de moi ne changerait jamais. Peu importaient mes efforts, mes sacrifices, mes réussites. À leurs yeux, je serais toujours l'égoïste, parce que je refusais de me plier à leurs caprices. Ce fut un moment douloureux, mais aussi libérateur. On ne peut pas changer les autres. On ne peut que choisir la place qu'on leur laisse dans notre vie. Et moi, j'avais choisi de leur fermer la porte. Un dimanche matin, je décidai de revoir Ambre à Lyon. Le train m'emmena loin de Paris et de ses souvenirs lourds. La retrouver, rire autour d'un café en terrasse, marcher dans les rues vivantes, me fit l'effet d'une renaissance. Elle me serra la main et me dit « Julie, tu es en train de créer ta propre famille. Pas de sang, mais de cœur. Et crois-moi, c'est bien plus précieux. » Ces mots restèrent dégravés en moi comme une promesse. Pendant ce temps, Juliette continuait de m'ignorer publiquement, mais j'appris qu'en privé, elle n'arrêtait pas de se plaindre de sa situation. Bruno avait disparu de sa vie, ses finances étaient au plus bas, et ses nuits blanches la rendaient irritable. Ma mère, fidèle à elle-même, essayait de me culpabiliser. Si tu avais aidé, tout serait différent. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Juliette aurait trouvé un moyen de tout gâcher, avec ou sans mon aide. Plus je réfléchissais, plus je comprenais que ce dîner avait été une bénédiction déguisée. Oui, il avait été brutal, humiliant sur le moment. Mais sans cette soirée, je serais peut-être encore prisonnière de leur emprise, coincée dans un rôle qui m'étouffait. Ce soir-là, ils avaient cru me briser. En réalité, ils m'avaient libérée. Je repensais à chaque sacrifice que j'avais fait, les heures supplémentaires, les études acharnées, les choix difficiles. Je n'avais pas fait tout cela pour finir par abandonner ma maison, mon argent et ma dignité. J'avais travaillé trop dur pour me laisser dépouiller par ceux qui n'avaient jamais appris la valeur d'un euro. Et enfin, je m'autorisais à être fière de moi, pas honteuse, pas coupable, fière. Assise dans mon salon, le soleil couchant illuminant les murs, je pris un carnet et j'écrivis une phrase simple. Ce que j'ai construit m'appartient. Ce que j'ai perdu m'a libéré. C'était mon mantra, ma vérité nouvelle. Le dîner où ma famille avait révélé son vrai visage n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Le début de ma vie, à moi, sans chaîne. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais tard dans mon bureau à la maison, un souvenir me frappa. Avant ce fameux dîner, je vivais dans la peur constante de leur jugement. Chaque choix que je faisais, je le passais au crible. Que dira maman? Juliette se sentira-t-elle éclipsée? Papa m'en voudra-t-il? Cette prison invisible avait guidé mes pas pendant des années. Et ce soir-là, dans l'explosion la plus brutale, ces barreaux avaient volé en éclats. Je réalisais que je n'avais plus besoin de leur approbation pour exister. Ma valeur n'était pas définie par les compliments jamais donnés ni par les critiques incessantes. Ma valeur, c'était mes efforts, ma persévérance, mes réussites et la paix intérieure que j'avais enfin trouvée. J'étais libre. Ce mot résonnait en moi comme une douce musique. Bien sûr, la famille n'abandonnait pas si facilement. Ma tante Carole envoya une longue lettre manuscrite, emplie de morale et de références bibliques sur le devoir d'aider les siens. Je lus chaque mot avec une patience glaciale, puis je pliai la feuille et la rangeai dans un tiroir. Je ne la jetai pas, non pas par respect, mais comme un trophée silencieux de la manipulation que je ne subissais plus. Un matin, au travail, David m'apporta un café. « Tu sembles plus légère chaque semaine », dit-il en me souriant. Je hochai la tête. « C'est parce que j'ai arrêté de porter des poids qui n'étaient même pas les miens. » Il me regarda un instant, puis murmura « Alors garde cette force, ne la laisse jamais repartir. » Ces mots simples résonnèrent plus profondément que 1000 discours familiaux. Marc, de son côté, avançait avec moi dans notre projet. Chaque réunion me donnait plus d'assurance, plus de certitude que j'avais choisi le bon chemin.
Nous travaillions d'arrache-pied, mais ce travail avait un goût de victoire, pas de sacrifice. Pour la première fois, je construisais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, sans dette cachée, sans chaîne invisible. Pendant ce temps, Juliette continuait de me peindre comme la méchante. Elle racontait à qui voulait l'entendre que je l'avais abandonnée dans sa détresse. Mais ses larmes ne trompaient plus grand monde. Même certains cousins commençaient à douter. « Julie n'est pas parfaite », disait-il. « Mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin avec elle ?» Ces murmures de doute étaient un baume discret sur mes blessures. Je savais cependant qu'au fond, la fracture était définitive. Peut-être que des années plus tard, il y aurait des repas où l'on feindrait une réconciliation. Mais rien ne serait jamais comme avant. Et je n'en voulais pas, car avant, c'était moi qui m'effaçais pour qu'il brille. Avant, c'était moi qui me sacrifiais pour qu'il survive. Ce temps-là était révolu. Un soir, assise devant un carnet, je décidai d'écrire ce que je voulais transmettre à ma future nièce, Sophie. Pas de l'argent, pas une maison, mais un message. Je notais ces mots. Ne laisse jamais personne te faire croire que ta valeur dépend de ce que tu peux leur donner. Ta valeur est en toi, dans ton travail, ta dignité, ton courage. Souviens-toi, l'amour véritable ne demande pas de sacrifice total. Je ne savais pas si elle lirait un jour ces lignes, mais les écrire fut un acte de guérison. Plus le temps passait, plus je comprenais que la vie ne me punissait pas d'avoir dit non. Au contraire, elle me récompensait. J'étais plus concentrée, plus sereine, plus puissante que jamais. Ce fameux dîner, qui aurait pu être ma chute, était devenu mon tremplin. Chaque souvenir de cette soirée me rappelait, non pas la douleur, mais le moment exact où j'avais repris le contrôle de ma vie. Et c'est là que je compris la vérité ultime. Ce dîner n'avait jamais été une trahison soudaine. Ce n'était que la révélation de ce qui existait depuis toujours. Ma famille n'avait pas changé ce soir-là. Ils avaient simplement cessé de cacher leur visage. Moi, en revanche, j'avais changé. J'avais trouvé la force de leur dire non. Et ce non avait été le oui le plus important de toute ma vie. Oui à ma liberté, oui à mon respect, oui à moi-même. Un mois après le dîner, je reçus une nouvelle lettre de ma mère. Elle n'était plus furieuse, ni manipulatrice. Elle était brève, presque froide. Tu as fait ton choix. Je respecte ta décision, mais sache que tu n'auras plus rien à attendre de nous. En lisant ces mots, je ressentis un mélange étrange, une blessure profonde, mais aussi un immense soulagement. Enfin, elle disait tout haut ce qu'elle avait toujours pratiqué en silence, l'amour conditionnel. Je compris alors que j'avais passé 32 ans à courir après quelque chose qui n'existait pas, l'amour inconditionnel de ma mère. Elle n'aimait pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je pouvais fournir. Et quand je refusais de fournir, elle retirait son affection. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, fut libératrice. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu réellement. Pendant ce temps, mon projet avec Marc prenait de l'ampleur. Nous signâmes nos premiers contrats, et déjà, les bénéfices pointaient à l'horizon. Mon énergie, au lieu de se dissoudre dans des disputes stériles, se transformait en création pure. Chaque jour, je voyais mon avenir se dessiner avec plus de netteté. Je n'étais plus la Julie qui cherchait à prouver sa valeur à des gens aveuglés. J'étais la Julie qui bâtissait sa vie selon ses propres termes. Juliette, de son côté, s'enfonçait dans le rôle de victime. Elle publiait des photos mélodramatiques, racontait ses difficultés, quémandait la compassion du monde. Mais derrière son écran, elle n'avait pas changé. Aucune responsabilité, aucune remise en question. Je n'avais plus de colère contre elle, seulement une pitié glaciale. Elle vivait dans une prison qu'elle s'était construite elle-même. Un soir, en rentrant, je passais devant le miroir de mon couloir. Je m'arrêtais pour me regarder vraiment. Dans mes yeux, il y avait une lueur nouvelle. Pas seulement de la fierté, mais une paix profonde. J'avais traversé la tempête, affronté les accusations, supporté les menaces, et j'étais toujours là, debout. Inchangé dans mes valeurs, mais transformé dans ma force. Je pensais alors à Sophie, ce bébé innocent, au centre de tant de conflits. Elle n'avait rien demandé, rien choisi. Peut-être qu'un jour, elle viendrait vers moi, curieuse de connaître sa tante rejetée. Et si ce jour arrivait, je serais prête. Pas avec des cadeaux, pas avec des billets,
mais avec une vérité simple. L'amour ne se monnaie pas, il se mérite par le respect. La solitude qui m'entourait, autrefois perçue comme un fardeau, devint un sanctuaire. Chaque silence, chaque dîner seul dans ma maison, chaque verre de vin savouré dans le calme, était un rappel. J'avais choisi la dignité, j'avais choisi la paix, et dans ce choix, il n'y avait aucune tristesse, seulement une force tranquille. Un matin, en ouvrant ma fenêtre, je respirais l'air frais, et je souris. Le monde était vaste, rempli de possibilités, et je n'avais plus à porter le poids d'une famille qui refusait de me voir telle que j'étais. Le dîner de mon anniversaire n'était pas une fin tragique, mais une renaissance. J'étais enfin libre de marcher sur mon propre chemin. Et tandis que je reprenais ma vie en main, une certitude s'imposa. Je ne devais rien à ceux qui avaient tenté de m'écraser. Mon seul devoir était envers moi-même et envers ceux qui respectaient ma valeur. Le reste, je le laissais derrière, comme un vêtement trop étroit dont on se défait. Voilà pourquoi, quand je repense à cette soirée, je ne ressens plus de colère ni de tristesse, seulement de la gratitude. Car ce dîner, où ma famille a révélé son vrai visage, a été le moment le plus libérateur de mon existence. Ce n'était pas une trahison, mais une vérité mise à nu. Et moi, dans cette vérité, j'ai trouvé la force de renaître.